messieurs, chers téléspectateurs. 5e édition de la conférence des gouverneurs de province. Les travaux se poursuivent ici toujours au palais du 15 janvier. Plusieurs thématiques ont été abordées par les experts et les membres du gouvernement. Dans cette logique, nous recevons sur ce plateau Dr Issa Doubrain, conseiller à la présidence de la République, chargé de suivi des projets et programmes de développement, ancien ministre de l'économie et du plan, enseignant-chercheur. Bonjour. Bonjour. Oui, monsieur le ministre, vous avez eu à présenter un brillant exposé sur la mise en route de la feuille de gouvernement de transition. Alors, qu'est-ce qui ressort globalement de cette feuille de route? Merci de m'offrir l'occasion juste de revenir brièvement sur le contenu de l'exposé qui m'a été donné de présenter par le comité d'organisation de la 5e conférence des gouverneurs. Tout en les remerciant de me donner cette occasion de faire cette présentation, je voudrais vous dire que la feuille de route est l'émanation de cahier de charge de la transition, qui lui-même est aussi parfaitement l'émanation aussi du rapport du CODNI ayant préparé et organisé le dialogue national inclusif et souverain. Il faut rappeler que c'est ces rapports du CODNI qui a permis au dialogue d'être organisé et à l'issue duquel nous avons préparé et consolidé le cahier de charge de transition qui a comporté des résolutions et des recommandations, plus de 200. Et donc la feuille de route du gouvernement d'Union nationale est une compilation de priorités de pratiquement 204 actions prioritaires que le gouvernement de transition a bien voulu mettre en œuvre pendant les 24 mois. D'un coût de pratiquement de plus de 1000 milliards de francs CFA, dont 74 milliards au moins mobilisés déjà. C'est une feuille de route avec vraiment consolidée, avec des indicateurs très bien consolidés. Aussi des responsables qui sont les différentes institutions de la République, les ministères, les grandes institutions de la République, les partenaires du Tchad, les acteurs de la société civile. Bref, toutes les parties prenantes qui étaient au dialogue national sont les acteurs de sa mise en œuvre. Mais il s'agit particulièrement, durant cette conférence des gouverneurs, de parler aux représentants du chef de l'État au niveau provincial. Ces représentants, comme l'a dit le ministre d'État tout à l'heure dans son exposé, sont les oreilles, la bouche, sont l'oreille, la bouche et l'œil du président sur le terrain, devraient appréhender mieux les actions prioritaires, se l'approprier pour permettre à leur tour aussi d'aller les ventiler sur le terrain, de faire en sorte que sa mise en œuvre ne soit pas seulement du ressort de N'Djamena ou des capitales provinciales. La feuille de route doit être déroulée jusque dans le confin des villages du Tchad pour permettre le retour à l'ordre constitutionnel de manière organisée, de manière apaisée, de manière inclusive. Donc cet exposé a visé simplement à rappeler les actions prioritaires, mais surtout le rôle que les gouverneurs et leurs collaborateurs peuvent être amenés à jouer ou doivent jouer sur le terrain pour garantir la mise en œuvre sereine des actions retenues dans la feuille de route. Parce qu'il faut reconnaître que cette feuille de route n'est pas d'autres priorités en dehors du cahier de charge. Non, ce sont des actions issues du cahier de charge, des résolutions et des recommandations du dialogue national qui ont été consolidées dans la feuille de route. Oui, tout de suite, dans votre logique, vous parlez de la compilation de priorités. Est-ce que vous pouvez au moins nous faire ressortir quelques priorités les plus phares? La plus importante des priorités, c'est le retour à l'ordre constitutionnel, il faut le dire ainsi. Et sans une paix, sans la défense de notre territoire, du moins la préservation de notre territoire, sans la sécurité à l'intérieur et dans nos frontières, sans la paix à l'intérieur de notre pays, sans la cohésion sociale, sans la réconciliation nationale, nous ne pourrions pas retourner à l'ordre constitutionnel. Nous ne pourrions pas organiser le référendum sur le terrain, nous ne pourrions pas organiser tout le processus électoral. Les Tchadiens ne pourraient pas voter en toute sérénité s'il n'y a pas la paix, si leur territoire n'est pas défendu, préservé, s'ils ne sont pas réconciliés entre eux, s'ils ont d'autres préoccupations sociales, économiques et autres, alors ça va perturber le processus. Donc, c'est une condition sine qua non pour retourner à l'ordre constitutionnel. Il y a la gouvernance.
la question de la gouvernance qui a été lancinante, c'était une question lancinante du dialogue national inclusif et qui a fait l'objet de beaucoup de résolutions et recommandations, a fait l'objet d'un acte stratégique de la feuille de route. Et bien entendu, le retour à l'ordre constitutionnel lui-même, je vous ai dit, qui est la priorité des priorités. Donc, sans ces préalables de paix, de défense, de sécurité, de cohésion sociale, de réconciliation, sans ces préalables de bonne gouvernance et d'état de droit, le retour à l'ordre constitutionnel va être difficile. C'est pour cela que le gouvernement a retenu dans cette feuille de route tous ces préalables pour lesquels il se déploie et pour lesquels les ressources importantes ont été prévues pour y faire face. D'ailleurs, si vous regardez même la nomenclature du budget prévisionnel, le retour à l'ordre constitutionnel n'absorbera que 16% des 1000 milliards. C'est surtout l'axe 1 qui concerne la défense, la sécurité et la paix et la réconciliation, la cohésion sociale et la réconciliation nationale qui consomment presque plus de 70% du budget. C'est pour vous dire que autant le retour à l'ordre constitutionnel est important, autant les ressources importantes sont mises pour créer des conditions sereines, apaisées pour ces retours à l'ordre constitutionnel. Donc, les trois actes de la feuille de route sont vraiment corrélés, sont vraiment interconnectés, sont vraiment bien ficelés pour permettre au gouvernement, en toute sérénité, n'est-ce pas, d'aller vers l'objectif final qui est de doter le Tchad d'une constitution, de doter le Tchad de nouvelles autorités élues, donc gouvernement, président de la République, gouvernement, et au niveau législatif aussi d'avoir des députés, et bien entendu plus tard des élections locales avec les sénateurs, les élections communales, tout ce qui va avec. Donc vous voyez, c'est vraiment quelque chose de bien cadencé, bien organisé, avec un coût, et la feuille de route qui a été distillée aux partenaires est plus ou moins bien appréciée. Et maintenant, il reste le travail de mobilisation des ressources dont à tous les niveaux, au niveau central et au niveau déconcentré, on a besoin pour financer ces activités. Oui, financer ces activités, est-ce que l'État a-t-il, le gouvernement d'Union nationale a-t-il les moyens pour mener à bien sa politique, surtout que nous sortons aussi des inondations? Vous savez, le Tchad a toujours fait face à ses besoins, d'abord par ses propres moyens, et avant d'en appeler à l'aide extérieure. Aujourd'hui, quand vous regardez le budget, la loi de finances 2023, le budget est financé d'abord par nos ressources propres. Et c'est le complément seulement que nous recherchons à l'extérieur. Bien entendu, le contexte exceptionnel que nous impose la transition, après la mort tragique du maréchal du Tchad, paix à son âme, ces contextes nécessitent davantage de ressources que nous seuls nous pouvions financer. D'où il a été retenu que les partenaires eux-mêmes aussi ont compris la nécessité extrême pour garantir le retour à l'ordre constitutionnel dans le temps, parce que les 24 mois que nous avons visés, presque 4 mois sont déjà se sont déjà écoulés. Donc il faut certainement l'apport, je ne dis même pas certainement, il faut nécessairement l'apport substantiel des partenaires traditionnels du Tchad pour compléter ces ressources propres et financer les trois axes stratégiques retenus par le gouvernement d'Union nationale dans la feuille de route. Oui, mais qu'est-ce qui peut impacter négativement les contraintes, par exemple, qui peuvent impacter négativement sur la mise en œuvre de cette feuille de route? Dans mon exposé, si vous comprenez bien, je dis que si nous ne mobilisons pas les ressources substantielles, les ressources additionnelles pour compléter les ressources propres du Tchad afin de financer les trois axes stratégiques, n'est-ce pas, retenus dans la feuille de route, le risque serait, par exemple, de ne pas avoir de ressources pour faire face aux activités prioritaires, aux actions prioritaires retenues dans le temps. C'est un risque qui est solvable en ce que les partenaires ont bien compris qu'il faut aider le Tchad à financer ces processus. Le deuxième risque, il est lié aux contraintes certainement institutionnelles et politiques. J'ai parlé de la multiplicité des acteurs. Ce sont les différents acteurs politiques
de l'opposition, même radicale, avec, comment on appelle, les politico-militaires, les représentants de la société civile, tout avec des cahiers de charges nationales. Si bien que le chef de l'État est dans l'esprit d'ouverture et de compromis, à l'effet de retourner à l'ordre constitutionnel, a tenu de faire place, il a fait place à toute cette panoplie d'acteurs politiques différents, avec des agendas certainement différents, avec les objectifs différents. Eh bien, tout ce monde se retrouve dans un même gouvernement, en commençant par le Premier ministre lui-même, et qui devrait tous viser le même objectif. Mais parce que s'ils ne le font pas, s'il y en a dans le gouvernement ou il y en a en dehors du gouvernement, dans le jeu politique, s'il y a des agendas différents, des agendas cachés, ça peut être un risque. D'accord ? Le troisième risque, il est technique, les contraintes techniques. Les contraintes techniques sont liées à la capacité d'appropriation même de cette feuille de route par les parties prenantes. Si les parties prenantes au niveau central et déconcentré n'ont qu'une maîtrise, une lecture, n'est-ce pas, parcellaire de la feuille de route, des priorités de la feuille de route. Chacun lit ce qu'il veut dans cette feuille de route, alors qu'il faudrait regarder la feuille de route comme elle est publiée par le gouvernement d'union nationale. Eh bien, ça peut être tout à fait un risque. Parce que, comme je vous le dis, chacun voudrait regarder midi à sa porte. Et donc, ça peut être un risque, la multiplicité des acteurs. Mais c'est essentiel, c'est nécessaire pour, n'est-ce pas, retourner à l'ordre constitutionnel. Le quatrième facteur, c'est le contexte. Je parle des contraintes liées au contexte lui-même. C'est une contrainte en ce que nous ne sommes pas dans une situation normale. Nous sommes dans une situation de transition, une situation d'exception et donc de transition, où les organes mis en place sont provisoires et la multiplicité des acteurs fait que, eh bien, nous sommes tenus de marcher ensemble, même si on a des idées différentes. C'est bien beau cela, si c'est seulement si les uns et les autres n'aspirent pas à parvenir au même objectif déterminé par le dialogue national inclusif et pour lequel le chef de l'État s'est porté garant. D'accord ? Et regardez l'agenda lui-même. Le calendrier, c'est 24 mois. Comment vous pourrez mettre un programme aussi important en 24 mois en place? Nous avions consommé déjà pratiquement 4 mois. Oui, oui. Il reste que 20 mois. J'ai attiré l'attention de la salle en disant que, eh bien, le risque, c'est que chacun attende son temps pour réagir. Non, il n'y a pas de temps à attendre. Il faut suivre le rythme du gouvernement qui a déjà fait beaucoup d'activités. Vous avez regardé le nombre d'organes mis en place. Le CNT qui a commencé a été mis en place après le gouvernement. Les organes, certains organes importants ont été créés. Je m'en veux pour preuve le haut comité de pilotage placé sous le Premier ministre lui-même, le comité technique qui l'appuie dans le cadre de la mise en œuvre de l'évaluation de résolutions et recommandations du cahier de charges, le cadre indépendant de suivi évaluation placé sous le chef de l'État lui-même, sous la supervision du chef de l'État, présidé par le ministre d'État, Dr Gali Gata-Gote, et la CONEREC qui a été créée pour préparer et organiser le référendum constitutionnel, et une équipe même, un comité technique mis en place pour préparer un avant-projet de constitution. En 4 mois, nous pouvons quand même dire, après la publication de cette feuille de route elle-même, que c'est un bilan encourageant, très encourageant même, et pour lequel il faut des ressources pour ne pas que ces rythmes-là périclitent, pour ne pas que ces rythmes-là diminuent. Il faut le soutenir, le consolider et permettre que nous puissions vraiment aller à l'essentiel. Parce que, je le rappelle, c'est le chef de l'État lui-même qui est garant de ces processus. Donc il n'a pas envie pour aucune raison, autre que vraiment une catastrophe, que nous puissions sortir de cet agenda. Oui, pour mémoire, au dialogue national inclusif et souverain, les participants ont particulièrement insisté sur le processus du désarmement, de la démobilisation et de la réinsertion de DDR. Dans les différents exposés ici présentés à la conférence de gouverneurs, le processus de DDR ne ressort pas. Alors, quel est le souci à ce niveau? Ça fait partie des actions, parce que le DDR,
c'est la phase de la guerre à la paix. Au risque de vous contrarier, je suis sûr et certain de ce que je vais dire. Le DDR est en bonne place dans la feuille de route. D'ailleurs, je vous avais bien rappelé que l'axe 1 qui concerne la défense, dans la sécurité, il y a le DDR. On ne peut pas avoir la cohésion sociale si les démobilisés ne sont pas, redéployés, entretenus, organisés, pour retourner de manière sereine, de manière harmonieuse à la vie normale. Vous ne pourrez pas. Il n'y aurait pas de réconciliation s'il n'y a pas de DDR, parce que qui dormirait avec des hommes et des femmes, des jeunes armés et qui sont stationnés quelque part? Non, le DDR est en bonne place. Je vous avais dit d'ailleurs que l'axe 1, n'est-ce pas, consomme, prévisionnellement parlant, pratiquement 76% du budget prévisionnel de 1000 milliards de la feuille de route. Donc c'est lié tout à fait à ce programme de DDR qui est très important et pour lequel tous les partenaires attachent du prix et pour lequel le chef de l'État attache du prix. Et d'ailleurs, le processus en cours, le ministère de la Réconciliation, avec les organes concernés, fait du bon travail. Tous les jours, j'étais passé il y a deux jours au ministère, que j'ai rencontré là-bas des politico-militaires qui s'activaient pour des réunions et les identifications continuent. Donc le processus, c'est un processus, il est en cours. Et donc le DDR, vous ne pourrez pas retourner à l'ordre constitutionnel s'il n'y a pas de DDR qui ait été déclenché. Et vous savez, le DDR, ça fait un processus de longue haleine. Vous ne pouvez pas commencer un DDR et le terminer en 20 mois ou 24 mois. Non, non, non. Les prérequis ont déjà été pris comme disposition. Et c'est un processus qui est savamment organisé et qui va aller à son terme. Oui, il s'agit ici de la conférence des gouverneurs de province au nombre de différentes thématiques abordées lors de ces assises. Alors, quelle serait donc l'implication des gouverneurs de province dans la mise en œuvre de cette feuille de route du gouvernement d'union nationale? Mais comme vous le savez, les gouverneurs, je l'ai dit ici, ce sont les yeux, c'est la bouche, ce sont les oreilles du chef de l'État sur le terrain. Donc les représentants du chef de l'État sur le terrain, dans leur ressort territorial. Et donc, leur rôle est majeur, parce qu'ils sont au contact direct de la population. Leur rôle est crucial, parce que tout ce qui marche ou pas, ce sont eux qui sont les plus concernés sur le terrain. S'ils ne rapportent pas bien au chef de l'État, c'est un problème. S'ils surestiment aussi ce qui se passe sur le terrain, c'est aussi un problème. Et donc les gouverneurs sont les maillons essentiels de la mise en œuvre de la feuille de route à la territoriale, disons au niveau local. Et la meilleure compréhension de la feuille de route, sa meilleure appropriation par ces responsables-là, permettrait à eux aussi à leur tour, de mieux le dérouler au niveau des départements, au niveau des communes, au niveau des cantons et des villages. Jusqu'au dernier ressort, les chefs de nos circonscriptions provinciales sont les premières autorités de deuxième échelle sur le terrain, n'est-ce pas, chargées de consolider et de mettre en œuvre les actions prioritaires de la feuille de route, en plus des actions qu'ils ont déjà l'habitude, ces chefs de province, qu'ils ont l'habitude déjà de jouer. Donc, cette conférence est est arrivée à point pour permettre de s'assurer, n'est-ce pas, que les gouverneurs partagent la même information sur la feuille de route pour éviter la discontinuité. Ce que j'ai appelé discontinuité, c'est que si dans 5 provinces sur 23, les gens n'ont pas compris la feuille de route et ils l'appliquent à leur façon, vous ne pouvez pas vous attendre à ce que ces 5 provinces puissent aller s'engager dans le processus au même rythme que nous. Il y aura une discontinuité. Et s'il y en a 15 qui comprennent et les autres, les 8 autres ne comprennent pas, vous ne pourrez pas attendre à ce qu'ils aillent au même rythme que les 15 autres. Donc, l'entendement du gouvernement et de l'État est que tout doit être fait pour l'appropriation de cette feuille de route. Tout doit être fait pour financer le maximum des actions retenues pour que nous puissions retourner définitivement à la sérénité. L'ordre constitutionnel, c'est ce que j'appelle sérénité. Et c'est retourner maintenant vers le développement de notre pays, économique et social de notre pays. Oui, peut-être votre dernier mot, un mot de fin. Nous sommes en période de transition. Vous avez peut-être un message à laisser à l'endroit de vos chers compatriotes
surtout des messages liés à la culture de la paix, de la tolérance et de l'amour du prochain. Mais la paix, vous savez, la paix est un comportement. Peut-être que les termes sont dévoyés ces derniers temps. Chacun se lève, il parle de la paix, du changement de comportement, de vivre ensemble, de tout ceci et de tout cela. Mais je pense qu'il faudrait commencer à se l'appliquer soi-même. D'accord? Balayons devant notre porte avant de demander aux voisins de le faire. Moi-même, personnellement, si je ne vis pas en paix avec ma famille, ma femme et mes enfants, avec mes voisins, avec tout mon entourage, je ne pourrais pas exiger au niveau du pays que la paix règne. Ce n'est pas les autres, la paix c'est soi-même. Notre comportement doit, n'est-ce pas, démontrer que nous nous engageons pour la paix. Nous sommes les acteurs de cette paix-là. Il n'y a pas d'acteur extérieur, n'est-ce pas, qui fasse la paix à notre place ou qui se comporte mieux à notre place. Ce sont nous-mêmes qui devrions être les vecteurs de changement parce qu'on ne pourrait pas s'attendre à ce qui est changement en pratiquant les mêmes choses. D'où j'ai rappelé que la gouvernance est une question centrale, c'est une préoccupation centrale du gouvernement. Et vous avez remarqué d'ailleurs que tout est en train d'être fait pour que nous puissions aller de manière plus sereine vers ce qui est admissible. Vous savez, c'est perfectible. On ne peut pas aujourd'hui dire qu'on est arrivé à un niveau où tout est bon. Non. Le fait de le reconnaître même déjà, à travers le cahier de charges de la transition, le fait d'avoir un ministère même dans le gouvernement d'union nationale, ministère de l'administration du territoire, de la décentralisation et de la bonne gouvernance. Ça veut dire que le problème a préoccupé les hautes autorités et la constitution du gouvernement en a fait une grande priorité. Donc mon mot à moi, c'est que c'est d'abord vraiment l'optimisme. Je suis très optimiste pour cette transition parce que je vois que les choses se déploient de manière tout à fait acceptable et très intéressante. Je ne regarde pas le verre à moitié vide et à moitié plein. Moi, je préfère regarder la moitié pleine de ce verre-là et de bâtir sur les acquis, de bâtir sur l'espoir. Parce que si on reste à critiquer en pensant que ça va se faire tout seul, ce n'est pas possible. Il faudrait vraiment qu'on essaye, en critiquant, d'apporter des informations, d'apporter des propositions permettant au gouvernement, permettant à l'État de faire de son mieux pour garantir à ces pays sa place dans le concert des nations. Voilà, merci Monsieur le ministre pour votre promptitude à répondre à notre sollicitation. Je vous en prie. Nous tenons vivement à vous remercier. Je vous remercie aussi. Oui. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, nous venons de recevoir sur ce plateau Dr Issa Doubrain, conseiller à la présidence de la République, chargé du suivi des projets et programmes de développement, ancien ministre de l'économie et du plan, ancien chercheur. Nous l'avons reçu ici à l'occasion de la conférence des gouverneurs des provinces. Merci.